6e jour de guerre avec l'Iran, 6e jour de l'opération Rugissement de Lion. 6 jours que l'armée israélienne, aux côtés de l'armée américaine, tente de mettre à terre le régime des Mollahs. 6 jours de frappes intensives sur tout le territoire iranien. Tsahal a détruit plus de 300 lanceurs de missiles en territoire iranien. Mais 6 jours aussi rythmés avec des dizaines de missiles et drones qui sont tirés quotidiennement depuis l'Iran sur Israël. Même si les tirs ont diminué, cela fait 6 jours que les Israéliens vivent au rythme des alertes, 6 jours que la vie est au ralenti ici. Bonsoir à tous, nous sommes donc en édition spéciale consacrée à ce 6e jour de guerre. Avec moi sur ce plateau, Deborah Benayoun, journaliste à i24 News, Olivier Rafovitch, porte-parole de Tsahal pour la presse francophone, et également Jonathan Serrero, journaliste maison. On va d'abord prendre la direction de Mathias Imbar, où vous nous attendez, spécialiste des questions sécurité-défense. Mathias, on va faire un point avec vous sur les frappes qui ont été menées donc, tout au long de la journée en Iran. Oui, un chiffre qui donne le tournis, Océane, c'est la 13e frappe de la journée, la 114e depuis samedi. On comprend donc l'intensité des frappes de l'armée israélienne, principalement, bien évidemment, à Téhéran, mais pas que dans le grand pourtour de Téhéran, mais également à l'ouest, où grâce aux images satellitaires, des bases de missiles et des bases souterraines de missiles ont complètement été soufflées et atteinte, et selon toute vraisemblance 60% des capacités balistiques iraniennes ont été réduites à néant. Ça, c'est un travail bien évidemment conjoint américano-israélien, parce qu'on le sait, il y a eu une délimitation des zones, et du côté des Américains, on s'attelle aussi à frapper les bases de missiles, les rampes de missiles, les batteries de missiles anti-aériens et les missiles sol-sol. Tout cela pour dire que aujourd'hui, on a eu une autre information aussi. Israël a détruit 300 lanceurs de missiles. Ça semble peu par rapport aux milliers de missiles balistiques dont possède l'Iran, mais pour autant, c'est la stratégie israélienne, que ce soit à Gaza, au Hezbollah et donc en Iran. À partir du moment où vous privez l'ennemi de pouvoir se doter d'une rampe de lancement, d'un lance-missile, qu'il soit mobile ou statique, il est handicapé. Et donc c'est ça le but de Tsahal. Le compte à rebours est lancé pour affaiblir encore plus le régime terroriste iranien. Alors ça, Mathias, ce sont donc pour les frappes menées par l'armée israélienne en Iran. Il y en a eu aussi tout au long de la journée, cette fois au Liban, contre le Hezbollah. Oui, avec cette grande annonce du porte-parole en arabe de Tsahal, qui a pour la première fois lancé un vaste avertissement élargi à Beyrouth et à toute sa banlieue sud, est et ouest. C'est la première fois qu'il y a un ordre d'évacuation aussi large, avec en toile de fond, bien évidemment, les positions du Hezbollah. Tsahal, qui n'a pas encore frappé donc ces zones-là, mais qui ne devrait pas tarder, et en même temps, l'intégralité du territoire, bien évidemment, est frappée par Tsahal, parce que il y a un ordre de la part des gardiens de la révolution qui ont pris la main sur le Hezbollah, de faire face à Tsahal, de redescendre au sud du fleuve Litani et de faire face, contrairement à la précédente guerre, les cellules terroristes sont en route pour affronter l'armée israélienne, et j'ai pu obtenir en exclusivité donc l'information ce soir selon laquelle l'armée est avancée de plusieurs kilomètres au-delà de la ligne de défense, c'est la censure qui m'a autorisé à le dire, au-delà de la ligne de défense en territoire libanais. Tout cela pour dire que les affrontements ont lieu au moment où on se parle. Il n'y a pas d'autre choix pour l'armée israélienne, pour les divisions 91, 146 et les unités d'élite, d'affronter le Hezbollah, d'affronter les Radouanes, parce que ces forces Radouanes d'élite du Hezbollah sont là et vont affronter l'armée israélienne. L'armée qui tente donc de neutraliser le Hezbollah. Merci beaucoup Mathias Imbar pour ces précisions. On va continuer à parler de ce 6e jour qui oppose donc l'armée israélienne, l'armée américaine à l'Iran. On va en parler avec vous. Jonathan Serrero, vous êtes analyste, spécialiste de l'Iran à la FDD. Alors au 6e jour de frappes qui sont extrêmement intensives, est-ce qu'on peut dire que le régime des Mollahs va bientôt tomber ?
Of course, you've taken out the leadership. Bien sûr, vous avez décapité le leadership et on continue à cibler les structures de commandement du leadership. Mais c'est pas pareil que faire chuter toute la République islamique. Cela va au niveau moyen et plus bas. La cible de l'appareil, ce qui a massacré les manifestants, eh bien, il a été et donc c'est intéressant parce qu'on a touché les infrastructures. On a vu la décapitation du leadership, mais les troupes restent. Il faut voir donc comment se débarrasser des soldats au sol pour que l'islam radical ne vainque pas. Donc il y a eu des aides directes au sol. Mais il faut communiquer aussi avec les Iraniens pour qu'ils puissent descendre dans la rue et que les choses puissent se faire ensemble. Est-ce qu'on sait s'il y a des secteurs, des domaines dans le régime des Mollahs qui ont d'ores et déjà été complètement mis hors de service par les frappes israélo-américaines ? On parle des attaques sur les différents piliers du régime. Cela va à la nature de la République islamique qui se mesure au commandement. Qui va remplacer ces individus? Est-ce que ça va être le fils du guide suprême ou quelqu'un d'autre? Il faut savoir que la paralysie ne va pas changer. Ça va être tout le temps une provocation au niveau international qui va poursuivre et attaquer Israël, qui que ce soit au pouvoir. Mais quand on parle aux gardiens de la révolution, ils peuvent choisir un guide suprême, ils peuvent le faire ou pas, ça ne change rien la situation. Ils vont continuer leurs attaques, même sans un leadership. Les gardiens de la révolution savent ce qu'ils ont à faire, lancer autant de missiles que possible, et quand ils n'en auront plus, ils devront tuer un maximum d'Iraniens pour empêcher qu'il y ait un soulèvement de l'intérieur. Alors justement, vous parliez de la succession de l'ayatollah Khamenei. Il y a Donald Trump qui vient de dire il y a quelques instants, le président américain, qui veut et qui assure qu'il doit faire partie, qui doit décider du choix du successeur de Ali Khamenei. Est-ce que vous pensez que le chef d'État américain doit être impliqué dans ce choix ? Écoutez, bien sûr, ça dépend du peuple iranien. Il faut qu'il voit quelle est la personne la plus légitime, qui les Iraniens appellent de leur vœu depuis des années et surtout depuis un mois. On sait que la seule entité légitime populaire auprès des Iraniens, séculaire, nationale, figure nationale qui empêchera la division, c'est le prince Pahlavi. Et c'est évident, les Iraniens l'ont choisi pour la période transitoire qui permettrait d'avoir une transition pour un changement de régime pour aller aux urnes. Mais ce qu'a dit Trump pour essayer de choisir un leader, ça ne va pas être une situation comme au Venezuela. Il ne peut pas utiliser quiconque du système. Ça, c'est critique. Il n'y aura pas un seul ayatollah, soit modéré ou extrémiste. Aucun d'entre eux ne peut d'aucune façon être plus ouvert, plus pragmatique pour l'Occident. Et donc, l'idée que d'une manière ou d'une autre, il va trouver quelqu'un dans le régime, que ce soit du personnel de la gardien de la Révolution, l'Assemblée d'experts ou quelque ayatollah que ce soit, ce ne sera pas faisable. Ils ne pourront pas travailler avec les Américains. Il faut qu'il y ait un changement systémique de leadership et on sait exactement à qui il faudra s'adresser pour ça. Merci beaucoup, Jonathan Sayed, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes analyste et spécialiste de l'Iran à la FDD. Je me tourne peut-être vers vous, Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne pour la presse francophone. Les frappes de Tsahal sont extrêmement intenses en Iran. Aujourd'hui, on parle de plus de 300 lanceurs de missiles qui ont été détruits. On est sur des frappes beaucoup plus intenses que l'opération Réveil du Lion de juin dernier. On est dans des frappes beaucoup plus nombreuses au niveau d'abord des sorties des avions. On parle de plus de 2000 sorties au niveau des avions de chasse israéliens, des frappes extrêmement précises. Mais encore une fois, depuis le début, effectivement, plus de 300 lanceurs ont été touchés. Il y a encore de très nombreux missiles toujours aux mains du régime des Mollahs. On peut penser qu'il y a encore des lanceurs cachés dans des bunkers souterrains. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que, en aucun cas, si vous me permettez, ni être dans l'euphorie, ni être dans une sous-estimation de l'ennemi. Le régime des Mollahs est un régime
dictatorial qui s'est préparé à la guerre. Ça fait des années, des dizaines d'années que l'Iran des mollahs se prépare à la guerre pour détruire l'État d'Israël. Et donc, cette campagne qui a lieu actuellement n'est pas une campagne qui a débuté il y a à peine 6 jours. Cette campagne est en fait une continuation d'une guerre qui a commencé il y a très longtemps, initiée par l'Iran, avec la volonté de détruire l'État d'Israël. Et pendant des années, il y a eu une guerre invisible, des guerres secrètes, on les connaît un petit peu. Mais là, cette fois-ci, il est clair que si en juin 2025, nous avons empêché que l'Iran obtienne l'arme atomique, entre 9 et 15 engins nucléaires étaient pratiquement prêts. Et in extremis, on a arrêté cette menace. Entre-temps, ils se sont de nouveau mobilisés pour continuer à préparer cette menace nucléaire. Et cette campagne actuellement est pour nous, je le dis encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète ce soir, c'est une campagne existentielle. Parce que ce pays-là, avec ce régime-là, veut la fin d'Israël. Et s'il a les moyens de le faire, il ira avec ces moyens-là. Ça veut dire que les lanceurs, les missiles, c'est très bien, mais ce n'est pas encore suffisant pour mettre à genoux ce régime qui a une volonté, encore une fois, je répète, d'exterminer l'État d'Israël. Et qu'est-ce qui manque justement? Est-ce qu'il faut qu'en plus des frappes israélo-américaines, il faut qu'il y ait peut-être plus d'élimination ciblée, peut-être un soulèvement de la part de la population? Je veux dire, d'abord, il est hors de question, et c'est un peu le problème de l'analyse quotidienne parmi les médias du monde, de vérifier avec un chronomètre l'opération. On est dans une guerre très compliquée et devant un ennemi extrêmement important. Il est hors de question de dire qu'il y a une limitation ou un chronomètre quelconque en main. Ça pourrait donner l'impression à l'ennemi qu'il y a des limites du côté israélien, donc il peut jouer ce qu'on appelle la montre. Or, il est hors de question de donner à l'Iran, des mollahs d'ayatollahs, ce sentiment-là. Et dans ce cadre-là, il faut continuer les frappes conjointes américano-israéliennes. Il faut aller chercher avec le renseignement technique, niveau tactique et micro-tactique, tout ce qu'il y a de missiles balistiques, de tout ce qui est relié au programme nucléaire militaire secret, caché, enfoui, fortifié depuis juin 2025 en Iran. Et il faut casser, éliminer la détermination de ce régime-là. Et comment le faire? Eh bien, c'est en faisant que tous ces moyens mis en œuvre aboutissent à une réaction du peuple iranien qui va prendre son destin en main pour faire que ce régime tombe. Mais ce n'est pas Israël ni les Américains qui peuvent aujourd'hui décider du destin du peuple iranien. Et de l'avenir de l'Iran. Jonathan, Benjamin Netanyahou, il assure que les succès, je cite, sont importants, mais il reste encore beaucoup à faire. Ça veut dire concrètement qu'on est encore loin de voir la fin de ce conflit. On n'est qu'au 6e jour. Oui, d'ailleurs, Israéliens et Américains pensent déjà à l'avenir et pensent déjà à ralentir, entre guillemets, le rythme des frappes pour pouvoir garder des munitions pour faire durer cette opération Rugissement du Lion. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Olivier Rafovitch, ça me semble assez important. On est engagé, certes, dans une opération militaire, à caractère militaire, mais aussi on est engagé dans une guerre d'esprit, spirituelle, dans une guerre religieuse et non de religion, une guerre religieuse, puisqu'on est face à un ennemi qui veut exterminer l'État d'Israël. Et lorsqu'il dit qu'il veut exterminer l'État d'Israël, on l'a vu le 7 octobre, cela donne le 7 octobre, c'est-à-dire retirer l'âme d'Israël, comme on a pu le voir lors du 7 octobre, dans ces kibboutz dévastés, massacrés, des gens massacrés, des femmes violées. C'est un régime qui va aller jusqu'au bout, à la vie, à la mort. Et c'est un combat pour la vie que mène aujourd'hui Israël et pour le monde libre aussi. Justement, si vous permettez, ce que dit Jonathan Serrero est très important. L'Iran des mollahs, c'est, je dirais, une jonction entre l'islamisme intégriste le plus dur et le marxisme, avec une volonté d'exporter la révolution, mais d'exporter également cette idéologie vers des groupes comme le Hezbollah, qui lui aussi fonctionne à la fois comme un groupe de gangsters, parce qu'il faut savoir que l'argent fait partie de tous ces systèmes-là, mais également avec une volonté où l'esprit de la révolution islamique d'Iran, n'est-ce pas, est présent parmi les combattants, parmi le socle qui soutient le Hezbollah. Et donc, il faut à la fois toucher, militairement parlant,
ces hommes, mais également faire que le système tombe. Il y a un système à la fois parasocial qui est relié à l'appareil de guerre, c'est comme le Hamas quelque part, où le social et le terrorisme sont reliés, où l'argent passe d'un endroit à l'autre, d'un côté de l'autre, pour que les populations locales soutiennent ces groupes. C'est vrai pour le sud Liban, c'est vrai pour Dakhia dans le sud de Beyrouth, c'est vrai également en Iran. On peut évaluer aujourd'hui qu'entre les 2 millions de Basiji et les 500 000 membres des gardiens de la Révolution, à peu près, et les 500 000 autres membres des forces armées iraniennes, il y a autour de ça, avec leurs familles, à peu près entre 10 et 20 millions de personnes qui vivent financièrement du régime des Mollahs, qui sont le socle de soutien à ce régime-là. Alors justement, face à ces frappes israéliennes et américaines, l'Iran répond à sa façon. Aujourd'hui encore, les Israéliens ont dû se rendre à plusieurs reprises dans les abris. En revanche, le commandement du front intérieur de l'armée israélienne confirme une baisse du nombre de tirs sur Israël. On va retrouver Shani Guidalia, notre reporter en direct de Tel Aviv. Quelle est la situation sur place, Shani? Est-ce qu'on sent un petit peu plus de légèreté dans les rues de la ville blanche? Bonsoir Océane. Alors un peu plus de légèreté, oui, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de monde dans les rues, il y a plus de circulation aussi de voitures dans les rues de Tel Aviv. Quand il y a eu des alertes aujourd'hui, et il y en a eu, eh bien il n'y a pas eu de mouvement de panique, c'est-à-dire que la population israélienne connaît les directives. Nous-mêmes, quand on a dû aller se mettre à l'abri dans la station de train de Savidor Merkaz où je me trouve, eh bien il n'y a pas eu de mouvement de panique, c'est-à-dire que la population israélienne connaît les directives. On a tous été dans l'abri, il n'y avait pas de panique. On a attendu aussi que le Picou de Rêve, la protection civile, nous envoie le message disant qu'on pouvait sortir de l'abri. Donc, la population israélienne est habituée à ce genre d'alerte. Un autre signe de cet allègement, eh bien, c'est qu'il y a eu beaucoup de soldats aujourd'hui dans les rues, mais qui sont sortis en permission. Donc, c'est un autre signe de cet allègement. Et c'est justement cette baisse nette et stable du nombre de tirs de missiles de l'Iran vers Israël qui a permis aussi au Picou de Rêve de lever certaines restrictions aujourd'hui à midi. En revanche, il y a eu une augmentation du nombre de tirs de roquettes et de drones, mais depuis le Liban, des roquettes qui ont été tirées par le Hezbollah. Il y a quelques minutes encore, l'alerte a retenti dans la localité de Metula, donc les localités israéliennes du nord pour qui il y a eu au contraire une intensification du nombre d'alertes ces derniers jours. Et justement, Shani, quelles sont les restrictions qui ont été levées aujourd'hui et qui sont encore en vigueur ? Alors, selon le communiqué du commandement du front intérieur, la plupart des restrictions ont été levées à midi aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens peuvent retourner au travail seulement s'il y a un espace protégé sur les lieux du travail. Le but, c'est de pouvoir permettre une reprise assez rapide de l'économie israélienne. Les rassemblements jusqu'à 50 personnes sont aussi autorisés. Là encore, s'il y a la possibilité d'arriver rapidement à un espace protégé. En revanche, les cours et les écoles resteront fermés pour l'instant. Donc, ça veut dire que le problème se pose surtout pour les parents qui doivent retourner au travail, mais dont les enfants sont toujours à la maison. Donc, en attendant, les cours en présentiel sont interdits et les cours se dérouleront donc à distance dimanche. Aucune information en revanche pour le reste de la semaine prochaine. Merci beaucoup Shani Guidalia. Déborah, j'ai envie qu'on parle avec vous de l'aéroport Ben Gurion qui rouvre enfin partiellement, cette fois pour le rapatriement d'Israéliens. Oui, parce qu'il faut savoir, Océane, qu'il y a quand même 100 000 Israéliens qui sont bloqués à l'étranger. Et donc, le ministère des Transports, avec Miri Regev, a mis en place cette opération appelée Aile du Lion, qui prévoit donc la réouverture de l'aéroport. Ça, c'était pour hier soir. Et puis, des premiers vols de rapatriement qui ont été mis en place progressivement. Il y a déjà 2 vols qui ont atterri en Israël aujourd'hui, l'un en provenance de Rome, l'autre d'Athènes. Et progressivement, le nombre de vols devrait augmenter. Mais pour le moment, on parle de 2 atterrissages par heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et pour des avions qui devraient transporter jusqu'à 200 passagers. Dans un premier temps, seules les compagnies aériennes israéliennes atterriront à l'aéroport Ben Gurion. A priori, l'autorité aéroportuaire estime qu'il faudra entre 1 semaine et 10 jours pour ramener tout le monde. La compagnie aérienne Arkia a publié les premiers détails concernant ces vols de rapatriement depuis l'Europe, les États-Unis et le Moyen-Orient. Dans un premier temps, la compagnie assurera des vols entrant uniquement au départ de Larnaca, Athènes, Rome, Dubaï, Bangkok et New York. Et dans un second temps, il y aura d'autres liaisons qui vont être ouvertes, puisque ce sera un système de correspondance aérienne. Il y aura par exemple Londres, Bucarest, Prague ou encore pour le reste du monde, toujours Bangkok, New York et Dubaï. Les clients qui seront prioritaires pour ces vols retour sont ceux dont le vol initial était pris chez Arkia.
Dans tous les cas, les passagers qui embarqueront sur ces vols devront acheter un nouveau billet et ils se feront rembourser la différence entre le prix de ce nouveau billet et celui de leur prix initial. Il faut s'inscrire sur le site web dédié. Et donc, ça, c'est pour Arkia, mais il y a aussi des choses qui se mettent en place pour d'autres compagnies aériennes. Et qu'en est-il cette fois pour les étrangers qui sont coincés, eux, ici, en Israël? Alors, ceux-là, ils devront encore patienter jusqu'à la semaine prochaine. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. D'abord, ce sera seulement 50 passagers qui seront autorisés à bord de chaque vol. Les bagages ne seront pas autorisés dans la soute. Les passagers devront s'enregistrer à l'avance pour le vol et arriver 1h30 avant le départ. Et puis, pour ceux qui seront intéressés, évidemment, il y a d'autres possibilités terrestres. On parle de la Jordanie et de l'Égypte. Mais évidemment, ce sont des possibilités beaucoup plus compliquées parce que c'est plus dangereux. À noter, c'est qu'il y a aussi plusieurs compagnies internationales qui ont pour le moment décidé d'annuler leur vol et elles ne les reprendront a priori pas avant le 22 mars. Par exemple, c'est le cas pour la Lufthansa. Merci beaucoup, Déborah. Et nous sommes en ligne avec Yael Bernstein. Vous êtes commandant de réserve au sein de la défense passive de Tsahal, également journaliste chez Cannes. Alors, quels sont les changements en termes de restrictions et de consignes de sécurité pour les Israéliens? Bonsoir Océane. Alors comme le disait votre consoeur tout à l'heure, effectivement on parle d'une amélioration mesurée, mais la prudence reste de mise. Les nouveaux allègements, comme vous le disait votre consoeur, c'est les rassemblements à partir de 50 personnes. Je précise juste qu'il s'agit de personnes de plus de 18 ans. Donc ça vient effectivement expliquer la raison pour laquelle, et on en reparlera j'imagine tout à l'heure, pourquoi il n'y a toujours pas d'école, et c'est de façon graduelle que ça se fera. Les rassemblements dehors, 10 personnes, les rassemblements à l'intérieur, 50 personnes. Si, évidemment, dans le temps imparti, il y a un espace protégé, un abri qui permet de protéger ces personnes-là. Les commerces, de la même manière, tous les commerces peuvent rouvrir jusqu'à des rassemblements de 50 personnes avec la disposition d'un abri juste à côté. On parle d'une vie qui est toujours un petit peu limitée, avec un retour à l'activité, des restrictions qui restent quand même importantes. On n'est plus vraiment dans une énorme situation d'urgence, c'est plus l'alerte rouge, l'alerte numéro 4 à laquelle on était, on est passé au stade numéro 3 qui est chez nous au commandement du front intérieur, l'alerte numéro 3, l'alerte orange. C'est ce que j'appelle une amélioration prudente. Il faut toujours être vigilant et respecter les consignes de sécurité. Mais justement Yael, pourquoi alléger maintenant alors que les tirs continuent ? Alors, il faut savoir que tous les jours, on fait une évaluation de la sécurité. En général, c'est sur les coups de 18 heures. Ça peut être parfois 2 fois par jour. En ce moment, c'est toutes les 24 heures. Parfois, c'est toutes les 48 heures. Et ça peut changer à tout moment. C'est aussi pour ça que c'est important de se tenir informé, de se tenir au courant par les canaux qui sont les canaux officiels, les médias sérieux comme les vôtres et les nôtres. Et bien évidemment, l'application, le Telegram, le WhatsApp du commandement du front intérieur, sans parler du portail de sécurité. On a aussi beaucoup d'infographie qui est faite en français. Il faut savoir qu'on évalue tous les jours avec plusieurs paramètres. Tout d'abord, le nombre d'alertes qu'il y a eu dans la journée, la capacité de la population à pouvoir se protéger, l'évaluation des menaces permanentes, dans le sens où évidemment on essaye de voir qui sont les nouvelles menaces. Jusqu'à avant-hier, le Hezbollah n'avait pas encore participé. Maintenant, on sait que le temps d'alerte a été diminué à uniquement les 90 secondes quand il s'agit de tirs qui proviennent du Sud-Liban. Et évidemment les moyens de protection de la population qu'on a. Donc c'est en fonction de tous ces paramètres qu'on met en place une politique de sécurité qui est valable pour les 24 heures. Parfois on peut extrapoler comme on l'a fait jusqu'à maintenant, jusqu'à samedi. Et pourtant ça a été allégé un peu avant, à savoir aujourd'hui à partir de midi, on est d'ores et déjà passé au stade de sécurité inférieur. Alors justement, vous en parliez, c'est désormais possible de travailler pour en tout cas les structures jusqu'à 50 personnes il me semble, mais il n'y a toujours pas d'école. Oui, alors je sais que c'est un sujet qui fâche, mais je vais essayer de vous faire comprendre. En tant que maman moi-même, je peux tout à fait comprendre que c'est très compliqué. Bon, moi personnellement, je suis en période de réserve, donc de toute façon, je n'aurais pas été là. Mais en tant que personne qui travaille, évidemment, laisser 4 enfants tout seuls, quand ils n'ont pas d'école et qu'ils doivent s'occuper d'eux-mêmes tout seuls et que les parents repartent au travail, c'est effectivement compliqué. Mais il y a une raison à ça. Nous, en tant qu'armée, on évalue ces paramètres que je vous ai cités tout à l'heure, on évalue la sécurité de la population et on met sur la balance
balance, c'est l'équilibre du retour de l'économie et du marché. C'est très important pour récupérer cette résilience que le pays recommence à marcher le plus rapidement possible. On l'a vu dans plein d'autres cas. Le corona, on l'a vu pendant la période évidemment de toutes les autres opérations militaires qu'on a eues. C'est pas encore assez sécurisé pour autoriser les enfants et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les moins de 18 ans aujourd'hui ne peuvent pas se balader dans la rue comme peuvent les adultes. Donc de la même manière, on veut sécuriser les enfants, on fait en sorte qu'il n'y ait pas encore d'école et que les cours se passent à la maison. Alors c'est compliqué, je sais, mais on cède. C'est temporaire, hein, c'est encore graduel. Un petit peu de patience alors. Il faut s'armer un peu de patience. Il y a des grands-parents, il y a peut-être un deuxième parent. Voilà, c'est la solution qu'on a malheureusement aujourd'hui. Rapidement, Yael, un point pour le samedi, le Shabbat qui est particulier ici en Israël. On voit le graphe. On vous écoute, Yael. Alors l'ennemi ne prend pas en considération nos préférences religieuses et ceux qui font le Shabbat, et c'est tout à fait leur droit, sont aussi visés que les autres. Donc il y a des ondes silencieuses. Vous avez ici sur ce papier, sur cette infographie du commandement du front intérieur, toutes les ondes sur lesquelles vous pouvez entendre ces ondes silencieuses. Vous avez aussi pour les téléphones cachers, vous recevrez... Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Yael Borstein pour ce point complet sur donc les consignes de sécurité. Restez avec nous, on revient dans quelques instants sur i24 News.